Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk et Digital Men, puisque comme vous le voyez, nous repartons très certainement sur un cycle où nous allons tourner en vidéo, particulièrement parce que c'est le CES et j'ai à côté de moi, mais à distanciation sociale raisonnable, mon acolyte de toujours, Lionel Tardy. Bonjour Lionel. Bonjour Mathieu, bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on inaugure le premier épisode qui va se référer à ce CES un peu étrange, Covid oblige, puisqu'il est entièrement digital. Et comme à l'accoutumée, on inaugure toujours nos épisodes par nos coups de cœur et nos remarques sur les tendances et sur les Innovation Awards, qui sont les produits qui sont honorés, ou les entreprises qui sont honorées pour certains de leurs produits dans le cadre de cette grande messe de la tech. Et on vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast, que ce soit Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify. Si vous aimez ce rendez-vous hebdo d'analyse de la tech, on vous invite à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut, à partager la bonne parole sur les réseaux sociaux et un seul hashtag pour ça, IPT Podcast. Tout attaché. Voilà, alors on va peut-être revenir quand même, Lionel, sur ce qu'est rapidement le CES, plus précisément les CES Awards. Oui, alors les CES Awards, ce sont donc une sélection. Alors cette année, il y en avait à peu près 350. 350 qui se répartissent évidemment sur tous ceux qui sont honorés, tous ceux qui sont référencés, tous ceux qui ont été sélectionnés. Puis il y a un jury qui détermine les Best Innovation Awards. Et là, il y en a un petit peu moins d'une vingtaine. On a fait, nous, notre marché, à la fois dans ceux qui étaient honorés et dans ceux qui étaient gratifiés de ce label Best Innovation Award, que d'ailleurs les sociétés s'enorgueillissent d'avoir tout au long de l'année. Et parfois même des années précédentes en disant, voilà, vous savez, notre produit qui aujourd'hui est utilisé par vous, eh bien, il a été présenté il y a 2 ans, il y a 3 ans, il a même été distingué d'un Best Innovation Award. Voilà ce que l'on peut rapidement dire sur cette sélection. Et donc, il y a les honoris et puis il y a véritablement les Best Innovation Awards. Exactement. Et nous, on va parler un peu des deux. Quand ça sera un Best Innovation Award, on essaiera de vous le signaler, mais dans ceux qui sont honorés, ceux qui ont été distingués, eh bien, il y en a qui sont carrément pour nous des petites pépites qui peuvent s'inscrire dans les tendances que l'on essaiera peut-être de lister avant de vous donner rendez-vous pour évidemment les différents débriefs sur les Tech for City, les Tech for Life et les Tech for Business que nous ferons avec Bruno, notre ami canadien qui nous rejoindra pour les événements. Dès la semaine prochaine, effectivement. Et bien, on va commencer par déjà une petite synthèse déjà de ce qu'on a pu remarquer en scrapant les différents Best Innovation Awards et honoris. Qu'est-ce qu'on remarque en particulier, Lionel ? Alors, on remarque que le Covid est passé par là. Alors, indépendamment de dire que le monde entier a été touché, les États-Unis en particulier, c'est vrai que ça fait aussi germer un certain nombre d'idées. Et comme le disent certains, si un certain nombre de écosystèmes ont vraiment été touchés et le sont toujours et le sont peut-être encore durablement par cette pandémie, de façon un petit peu, je trouve pas le mot, mais en tout cas l'univers du digital en a énormément profité parce que justement quand tout le monde bascule dans son travail vers le télétravail, eh bien on achète des laptops et derrière ça, eh bien, les fabricants se sont mis à proposer de nouveaux services, que ce soit pour les loisirs, que ce soit pour le travail, que ce soit pour les qualités de caméra qui sont installées traditionnellement sur vos laptops par exemple. Là, vous voyez, je suis en train de vous parler par le biais de la caméra de mon laptop. Eh bien, ces caméras sont de plus en plus performantes. Ça, c'est déjà des choses qui sont dans les grosses tendances. Et puis, derrière ces grosses tendances, il y a aussi la santé. La santé, elle est forcément à l'honneur. Donc, on voit bien que entre la résilience qui était les maîtres mots de ces dernières années, cette résilience continue au travers de différents thèmes, de différentes thématiques. Et on va essayer, nous, d'aborder ça par thématique, comme la thématique de la santé, comme la thématique des sous-jacents, comme la thématique du côté un peu fun. J'ai noté quelque chose, oui, un peu sur l'énergie aussi, puisque écologie oblige, on essaye d'économiser l'énergie. On en parlait déjà au CES de l'année dernière et c'est encore plus prégnant cette année. Bref, voilà un petit peu le résumé très rapide qu'est de mon ressenti sur ces 350 annonces qui ont été faites
même si dans ces 350 annonces, on voyait quand même souvent LG plusieurs fois, Samsung plusieurs fois. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gros cette année, comme d'habitude, Schneider Electric que l'on retrouve. Mais globalement, on peut dire que cette édition sera marquée quand même par une présence moins forte de nombreux exposants, particulièrement aussi des Français. Alors, les médias, dans cet aspect assez classique que l'on reconnaît depuis Taclic, disent qu'effectivement, on boude le CES. Alors, ce qui est vrai ou pas, c'est vrai en même temps que il y a eu un été un peu compliqué pour la CTA jusqu'au Unveiled qui nous a amené très certainement à beaucoup de doutes aussi sur la capacité à avoir un CES même virtuel. Je crois qu'on peut très, très bien dire, et puis on le dit d'ailleurs à chaque fois, le CES est bel et bien un événement qui parle de tech, d'innovation, mais qui se tient de manière physique. On ne peut pas remplacer le CES par du virtuel, c'est très compliqué. En tout cas, ils le remplaceront par un certain nombre de conférences qui sont programmées dès le 12 et le 13 janvier. Donc c'est pour ça qu'on débriefera tout ça ensemble avec Mathieu et Bruno. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le CES, c'est l'occasion de mettre dans un même lieu, parce que le lieu finalement est relativement petit. Las Vegas, c'est une grande ville, mais vous êtes dans un rayon de 500 mètres et dans 500 mètres, vous mettez 4500 exposants, 200 000 visiteurs et tous ces gens-là se parlent, se fréquentent. On voit bien que là, pour le coup, c'était pas Covid compatible. Non, effectivement, déjà, je pense que l'année dernière, nous avons eu chaud de ne pas avoir un gros cluster après de 200 000 personnes qui venaient de plus que de 40 pays différents, donc ce qui est effectivement énorme. Mais bon, on vous invite juste avant qu'on commence à réserver vos billets pour l'année prochaine. Les hôtels commencent à être disponibles d'ailleurs sur Booking, ce qui vous permettra très certainement de payer un peu moins cher votre CES 2022 avec la garantie de pouvoir aussi annuler. On vous répétera tout ça dans le guide de survie du CES qui sortira d'ici un mois et demi à peu près. Et bien c'est parti, on commence par la première société qui t'a tapé dans l'œil, Lionel. On va faire une petite thématique autour de la santé parce qu'il y a quand même pas mal de choses dedans. La première, Air Home. Alors Air Home, par un produit c'est la société Airnos exactement, et le produit s'appelle Air Home, et c'est un produit qui est un nanocapteur de gaz spécifique et qui en fait va détecter tous les polluants et toutes les altérations qu'il peut y avoir dans l'air, à la fois pour déclencher éventuellement des maladies, pour altérer les aliments. C'est une petite boîte, alors comme vous pouvez sûrement le voir à l'écran, qui va être pilotée par votre smartphone et qui, alors on le voit, d'abord on en parlera parce que, encore une fois, les réseaux sont de plus en plus importants avec l'arrivée enfin sur le territoire européen de la 5G, et bien cette maison qui est de plus en plus connectée va avoir de plus en plus de capteurs et ça fait partie des premiers capteurs que l'on peut avoir dans sa maison et qui va nous donner un certain nombre d'informations. Vous savez que travailler chez soi en plein hiver, c'est sympa, mais ça veut dire qu'on laisse les fenêtres fermées, ça veut dire que le gaz carbonique augmente, et puis tout un tas d'autres polluants. Et bien voilà, une solution qui va vous informer sur la qualité de l'air de votre maison, qui souvent d'ailleurs est bien plus mauvaise que celle que vous respirez en plein cœur de certaines métropoles. Et ils vont plus loin parce que c'est vrai qu'en plus, ils ajoutent tous les capteurs que l'on peut ajouter sur son sac à dos, autour de son poignet, bref. Dès que l'air va être pollué autour de vous, globalement, vous allez vous sentir isolé. On rebondira sur le pull dont tu vas peut-être me parler tout à l'heure. À terme, on ne sortira plus du tout. Voilà. Et je vais donc enchaîner sur un autre objet connecté autour de la santé qui est présenté par Golden Technology Group et qui présente son détecteur de santé intelligente, son détecteur intelligent de santé, c'est peut-être mieux. Ils l'appellent donc Intelligent Health Detector et qui va vous permettre, alors c'est un petit boîtier comme une petite télécommande qui est équipé par ailleurs d'un écran. Alors assez petit, de 1,55 pouces exactement, qui n'est pas sans nous rappeler ce plaisir, cette nostalgie que nous avions autour des iPod Nano à l'époque, pour ceux qui en ont eu, et c'était vraiment sympa. Alors vous avez quand même un petit iPod Nano directement dans la main, et ce capteur vous permet de détecter la température corporelle, la pression artérielle, le taux d'oxygène dans le sang, votre fréquence cardiaque, et cette mesure se fait donc sans contact, donc c'est une mesure de température infrarouge assez classique et qui doit se faire entre 2 et 15 cm de l'élément que vous souhaitez tout simplement mesurer.
Voilà, donc c'est quelque chose encore autour de la santé et qui vous permet une détection extrêmement rapide sur à la fois le visage, la surface de la peau. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique et une détection très rapide, comme je le disais, 0,1 seconde exactement pour mesurer différents paramètres de votre santé. Et moi, je vais rester dans la santé avec la société H Robotics qui nous présente un appareil qui s'adapte aux articulations. Alors, autant le coude que le poignet que le genou, c'est un appareil qui s'appelle le Rebless, qui est en fait un appareil qu'on appelle un CPM, un Continuous Passive Motion, un mouvement passif continu. Alors, qu'est-ce qu'il fait? En fait, c'est une technologie d'assistance à l'articulation, avec un logiciel de télémédecine qui va permettre de transmettre les informations de votre articulation via cet appareil et qui vient en complément d'un traitement médical ou d'un traitement thérapeutique, comme vous pouvez l'avoir chez votre kiné. C'est extrêmement bien parce que c'est plutôt, alors vous le voyez à l'écran, on a du mal à évidemment donner la taille réelle, mais vous voyez que ça s'adapte aux petites articulations comme aux articulations moyennes, le coude ou le genou. C'est excellent pour les personnes qui doivent subir des traitements et qui éventuellement ont des articulations qui se détériorent avec l'âge. Et on termine sur notre santé, enfin le grand chapitre santé, qui sera très certainement encore un domaine très présent sur ce CES, bien que virtuel, il y aura beaucoup d'éléments autour de la santé. La résilience et le Covid entraînant aussi une prédominance dans les médias de cette grande catégorie. C'est de terminer par le BioButton, qui est un appareil jetable, alors de taille assez petite puisque c'est la taille environ d'une pièce de monnaie et qui va mesurer en continu la température, la fréquence cardiaque, votre fréquence respiratoire au repos et analyser différents changements statistiques qui pourraient indiquer des signes ou des symptômes d'une infection précoce au Covid justement. Et donc, vous avez cette petite solution, c'est un petit boîtier, hein, c'est un peu, enfin, je pourrais pas vous dire la taille parce qu'on l'a pas vu véritablement encore en vrai de vrai, et on n'a pas pu le toucher, puis cette année de toute façon on pourra pas le toucher, comme ça c'est vite vu. Donc même si c'est une pièce qui est 2 euros pas ou pas, est-ce que c'est un dash button ou pas, on verra, ou un centime, ou un cent comme on en verra dans un instant. Et leur promesse, c'est tout simplement d'assister à votre vie quotidienne, les divertissements, les spectacles, vos voyages, etc. en toute sécurité, puisque vous avez votre appareil préventif du Covid. Voilà. Et bon, on va continuer sur les composants que nous appelons régulièrement les sous-jacents, sans lesquels rien ne serait possible. Oui, les sous-jacents qui sont par définition invisibles et qui viennent apporter un ensemble technologique à nos dispositifs. Et on verra évidemment dans des tas de cas, que ce soit la voiture, la Smart City, ou que ce soit la maison connectée ou la santé, comme on vient de le dire avec quelques exemples. Eh bien, le premier, moi, que je voulais vous présenter, qui a été honoré, donc c'est pas un Best Innovation Award, il est motorisé par des composants de chez ST Microelectronics. C'est la société Adaski qui propose une mini caméra qui s'appelle la Viper. Et cette caméra, elle est thermique, c'est-à-dire qu'elle est avec des grandes ondes infrarouges, donc on les appelle LWIR pour les spécialistes, Long Wave Infrared, et avec cette technologie, ils vont pouvoir équiper des véhicules, et avec à la fois sa taille et la capacité de traitement qu'elle va avoir en interne, elle va pouvoir enrichir la capacité de captation d'informations et de pré-traitement pour que le véhicule autonome soit beaucoup plus efficient. C'est très petit, c'est probablement la plus petite caméra. Alors évidemment, si vous la voyez en photo, vous n'avez pas de référence ou de référentiel de taille, mais c'est une toute petite caméra puisque son diamètre est de 2,6 cm. Et ça, c'est tout à fait microscopique et très facile justement à adapter dans la carrosserie d'un véhicule. Et toi, tu vas continuer à nous parler véhicule, je crois. Je vais continuer naturellement parce que ce projet n'est pas sans nous rappeler le CES 2017, si je ne me trompe pas, qui était celui sur lequel BlackBerry se positionnait comme étant le Windows, l'operating system de la voiture. Et là, c'est Apex.os, qui est un operating system pour véhicules, alors qui est déjà disponible sur le marché et qui est en open source et qui est tout simplement un robot operating system précisément. Alors il est certifié pour l'histoire ISO 26262, donc sécurité fonctionnelle
automobile jusqu'à la cible D. Et pour rappel, c'est Automotive Safety Integrity Level D qui est le niveau finalement le plus critique que nous pouvons avoir. Et pour continuer sur les voitures, Waymo fait encore son comeback sur le CES, si j'ai bien compris. Oui, en présentant, alors Waymo, c'est un dispositif qui est mis en place et développé par Google et qui est mis à disposition des fabricants automobiles de tout poil. D'ailleurs, on se souvient que le problème qu'il y avait eu avec l'accident qui avait coûté la vie à un cycliste par une voiture qui était une voiture sous la marque Uber et qui était donc pilotée par le logiciel Waymo, eh bien ils reviennent ici avec leur version 5 du Waymo Driver, ce Waymo Driver qui devrait évidemment dévoiler encore plus de performance pour la qualité de l'analyse des traitements de données externes et de donner enfin à un véhicule l'autonomie dont nous attendons tous l'arrivée, parce que finalement c'est vrai qu'on a de belles autoroutes, notamment en France, et c'est tout à fait épuisant, fatigant de rester dans les limites de la vitesse autorisée et à devoir continuer à tenir le volant et regarder la route. Franchement, là, il y a vraiment des endroits où on aurait envie de s'endormir. Ferais-tu écho à un certain Mathieu au volant? L'année dernière, c'était pas mal. La route était droite, c'était quand même pas un highway. Hein, ouais, mais bon, ça roulait. On vous racontera l'épisode Los Angeles-Las Vegas, en partant effectivement en soirée après 18 heures de vol sans dormir et en ayant le malencontreux, fâcheux de dîner, chez Peggy Sue au milieu du trajet. Au milieu, pas bon du tout. C'était un très bon souvenir. On salue Julien par la même occasion qu'on avait à l'arrière de la voiture et qui est arrivé en vie à Las Vegas. C'était pas mal. J'enchaîne ? Oui, tu enchaînes sur une entreprise qui avait déjà défrayé la chronique l'année dernière. Exactement, parce qu'ils avaient fait cette pile souple, cette pile en papier, qui était par ailleurs totalement biodégradable et qui permettait à terme de remplacer les piles au lithium dans les objets qui nécessitaient, souvent dans la médecine connectée, assez peu d'énergie. Là, BFC revient avec cette capacité de générer de l'électricité à partir de papier et d'enzymes, donc des piles à biocarburant écologique à base de papier, encore une fois, pour une production d'énergie qu'il qualifie de durable naturellement et puis surtout naturellement pratique. BFC, c'est surtout, et on le rappelle, non pas de la production d'énergie comme on l'entend avec des piles qui produisent beaucoup, c'est vraiment destiné à des applications à faible puissance énergétique. Donc il ne faut pas essayer de remplacer l'un par l'autre, mais c'est quelque chose dans les objets types, on pourrait prendre un exemple, mais les appareils photo jetables que tout le monde utilise encore, voilà, ça pourrait effectivement faire l'objet de ce type de pile ou de ce type d'alimentation par BFC qu'on aura le plaisir de revoir virtuellement et puis j'espère aussi physiquement pour le CES 2022 parce que vivement l'année prochaine maintenant. Allez, on enchaîne avec une société d'STM, Microelectronics. Oui, alors on en a déjà parlé pour ce que je vous citais tout à l'heure, c'est-à-dire ce produit qui était un produit extrêmement petit, une micro-caméra, cette micro-caméra infrarouge, et bien là, c'est un produit tout à fait étonnant qui est un accéléromètre linéaire et qui va travailler donc sur deux axes et qui va analyser les mouvements. Cette analyse des mouvements, elle fait la différence entre des mouvements qui pourraient être normaux et les mouvements qui pourraient être anormaux. Et ça, c'est lié ni plus ni moins qu'au traitement qu'il y a à l'intérieur de la puce intégré à cet accéléromètre. Et la grande particularité, puisque tu parlais de produits à faible consommation d'énergie, c'est que le système qui analyse les mouvements naturels ou non, alors que vous allez pouvoir installer sur un capteur d'une machine-outil, sur un transport, sur peut-être un appareil médical, eh bien, ce capteur, il va surtout économiser l'énergie parce qu'il se met en mode sommeil quand ces conditions ne sont pas, ou quand les mouvements ne sont pas à analyser. C'est donc quelque part à la fois une étude pertinente, extrêmement petit, je capte le mouvement, et
je me mets en stand-by quand je n'ai pas besoin de faire aucune analyse. Et tout ça dans un objet qui est extrêmement petit. C'est une vraie tendance. D'ailleurs, tu vas continuer dans l'extrêmement petit parce que tout à l'heure, tu cherchais une taille de référence pour savoir à quelle référence on pouvait se fier par rapport à l'objet que tu présentais. Eh bien, celui-ci, il est encore très petit. Je crois que c'est presque un sense. Effectivement, alors c'est une puce. On est encore dans la miniaturisation. On est presque dans une tendance signaux faibles qui est sur le début du cycle de Gartner, du cycle de hype, qui sont les Smart Dust. Donc là, on n'y est pas encore, mais ça se miniaturise beaucoup. C'est Ergo, un processeur aujourd'hui d'inférence intégré qui apporte ce qu'ils appellent eux la puissance du cloud. Alors, enfin, pour dire que globalement c'est puissant, parce que les promesses fantasmagoriques, il y en a encore beaucoup. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la dimension technologique apporte en fait dans l'apprentissage, grâce à cette puce, une nouvelle manière d'utiliser en fait le machine learning. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne surtout avec une puissance extrêmement faible. Donc, on va avoir finalement très peu de consommation énergétique pour délivrer beaucoup de capacités de calcul, le tout intégrant donc des réseaux neuronaux plus rapides encore que ce qui a été présenté l'année dernière, et donc en traitant beaucoup de données finalement qui vont pouvoir être traitées directement par l'intermédiaire de cette micropuce. Et donc, c'est vraiment en plus une sécurisation des données, etc. On est vraiment sur la miniaturisation et on voit bien que tous les composants électroniques de traitement algorithmique sont de plus en plus petits, offrent une capacité de calcul et de traitement de plus en plus grande, sans compter qu'on va traiter de plus en plus directement dans l'objet qui intègre cette capacité pour diffuser ensuite au niveau de la remontée d'informations uniquement le substitut de ce qui est intéressant dans la donnée qui doit être remontée. Donc on essaie d'économiser à tous les niveaux, mais cette capacité de calcul et cette consommation extrêmement faible en fait un objet absolument intéressant à ne pas perdre, parce que c'est vraiment très petit. Imaginez la petite carte qui représente à peine un quart d'une pièce d'un cent, c'est vraiment minuscule. Et maintenant, Lionel, je te propose que l'on continue. Tu vois, on pourrait même se regarder comme ça, c'est marrant. Non, mais toi, il faut que tu tournes de l'autre côté. Voilà. Sur l'énergie. Alors, sur l'énergie, puisqu'il y a beaucoup de choses, on parle beaucoup de résilience sur le CES, ça on vous en parlera dès demain dans un autre épisode. Sur la partie énergie, qu'est-ce que tu as pu remarquer d'intéressant ? Alors d'abord, l'énergie, on a déjà regardé pas mal de sous-jacents qui étaient de faibles consommateurs d'énergie. Qui dit faibles consommateurs d'énergie, ça veut dire de pouvoir les intégrer dans des objets qui fonctionnent en fait relativement peu souvent et qui sont à l'écoute de quelques données biométriques ou autres. Eh bien là, on pourrait se dire, est-ce que les batteries comme les diamants pourraient être éternelles ? Eh bien, avec ce que nous propose Ambient Photonics, on pourrait se retrouver avec des petits éléments, des petits produits qui deviendraient éternels parce que la durée de vie de leur batterie deviendrait éternelle, et notamment les IoT. Avec quoi ? Eh bien, avec en fait des cellules qui sont capables de créer une électricité suffisante grâce à de la photonique ambiante. C'est-à-dire, vous êtes à l'intérieur, alors on va donner un cas d'usage parce que ça, vous pouvez le voir sur votre écran, vous l'avez vu déjà. Vous êtes dans un supermarché, vous avez aujourd'hui des tas d'étiquettes qui sont les étiquettes électroniques. Parce qu'on a fini l'étiquette papier depuis longtemps, mais ce sont des étiquettes électroniques qui nécessitent une pile pour alimenter le tout petit écran à cristaux liquides probablement qui est dessus. Et bien là, avec ce type de dispositif, vous allez pouvoir équiper ces dispositifs d'affichage des prix et des références des produits. Vous allez pouvoir les équiper de cette petite série de cellules solaires à faible consommation d'énergie. Et à partir de là, eh bien, vous n'avez plus besoin de faire le petit exercice qui doit être finalement très pénible, de remplacer les piles de tous les stickers de vos 15 000 références dans un hypermarché. Et ça en fait très certainement de l'économie, parce ils sont tous là maintenant, ces petits capteurs que l'on voit. C'est très pratique en même temps pour afficher les prix. On imagine bien qu'il n'y a plus de préposés au changement de toutes les petites étiquettes dont nous nous amusions petits à changer les chiffres, bien entendu, devant. Je poursuis avec Layer, qui est un projet de Dracula technologique. Alors pour faire simple, c'est une espèce de
pour vous le résumer, un micro-panneau photovoltaïque que vous allez pouvoir avoir et qui tient effectivement comme une petite carte. Alors, qui est une technologie exactement photovoltaïque dite organique, donc qui vise à alimenter finalement les appareils destinés à être à l'intérieur de votre domicile ou à l'intérieur d'un bureau. Et quand on voit bien aujourd'hui avec l'expansion et la croissance de tous les objets connectés que nous pouvons avoir chez nous, naturellement, on voit bien que la création d'électricité de manière totalement autonome ou d'alimentation, d'une source d'alimentation pour ces objets est devenue un enjeu massif. L'idée étant aussi de répondre aux problématiques de sécurisation des données, de sécurisation donc de l'alimentation. L'idée pour Layer, c'est d'utiliser l'énergie à partir de la lumière ambiante de manière personnalisable et écologique. Beaucoup de promesses, on attend de voir leur conférence parce qu'au-delà de ça, alors je crois qu'il faut rappeler qu'ils sont, si je ne me trompe pas, français. Oui, cela, exactement. Donc nous essaierons même de les interviewer sur un autre épisode. Maintenant, alors on va pas tomber dans le graveleux. Hein, on s'est dit que même si l'industrie des jouets pour adultes est clairement représentée sur les awards, comme d'habitude, il y en a toujours un ou deux qui traînent et qui sont de plus en plus connectés et technologiques. Rubrique Fun Geek avec un premier pour notre ami Lionel qui s'appelle Ampere. Oui, alors c'est un produit qui est sur Kickstarter. Hein. Il est encore en financement participatif. C'est un haut-parleur de douche Bluetooth hydro-alimenté. Alors vous le voyez à l'écran, j'espère que vous avez très facilement compris. Hein, vous branchez entre deux, votre arrivée d'eau et votre sortie d'eau qui va au flexible qui va jusqu'à votre douche. Et en fait, le passage de l'eau va générer assez d'énergie pour recharger la batterie. Ce qui fait que ce haut-parleur va pouvoir fonctionner, et je ne sais pas pourquoi tu faisais allusion aux objets connectés, voilà, mais votre haut-parleur de douche va pouvoir fonctionner pendant que vous prenez votre douche, mais aussi pendant que vous vous essuyez, que vous êtes en train de finir de vous préparer, puisqu'il aura stocké assez d'énergie du côté de sa batterie pour pouvoir continuer à émettre de la musique, et cela pendant 20 heures. Donc on voit qu'on peut rester très longtemps dans sa douche, voire très longtemps à côté. Ça, c'est peut-être pour les personnes qui sont un petit peu scotchées à leur salle de bain tous les matins. Tu en connais peut-être. Mais un autre produit qui, moi, m'a surpris et que je suis sûr va t'intéresser, toi, en tant qu'admirateur du ciel quand il est étoilé, c'est ce petit Vespera. Ça me correspond parfaitement comme définition, Lionel, Mathieu, Béat devant les étoiles. C'est Vespera, effectivement. Alors, ce qui est intéressant dans ce produit, comme vous pouvez le voir, c'est que c'est une station d'observation qui vous permet donc d'observer le ciel, mais surtout que c'est cette station la plus compacte aujourd'hui et la plus simple, en tout cas c'est ce qu'ils vendent comme promesse d'utilisation. Totalement hybride, c'est-à-dire que vous allez avoir un télescope intelligent sous forme d'une petite caméra déportée qui va pouvoir se connecter à votre téléphone et qui va vous permettre donc finalement de mieux comprendre tout ce qui environne l'écosystème spatial. Il est compatible avec les applications qui sont directement fournies, et notamment celles que vous allez pouvoir trouver sur le Google Play ou sur l'App Store. Et donc, il va tout simplement combiner tout ce qui est nécessaire, c'est-à-dire les problématiques optiques, les problématiques mécaniques et électroniques liées à la précision qu'ils vous vendent comme étant quelque chose qui vous permet véritablement de miniaturiser l'accès au télescope géant. Et vous allez même pouvoir photographier les merveilles de l'univers que vous offre notre galaxie. Alors, bon, par là, ils vendent naturellement des images absolument fantasmagoriques. Est-ce que c'est la réalité? Est-ce que c'est retraité derrière? Est-ce que vous aurez cette qualité ou pas en tant que particulier sans vraiment retraiter vos images? Bon, j'y crois pas forcément, mais en tout cas, ça vous ouvre les portes d'un monde qui historiquement était quand même réservé à des initiés ou une certaine transmission qu'on avait des parents aux enfants à s'intéresser à ce qu'il y avait au-dessus de nous. Mais rassurez-vous les parents, vous n'aurez plus ces grands télescopes géants à acheter à vos enfants. Un simple appareil suffira. Alors, je sais pas, hein, la capacité, en tout cas, vu le diamètre de la lentille, la capacité qu'ils ont de traiter les informations. On voit bien que nos smartphones sont tous inondés de mode nuit avec un retraitement de l'image par de l'intelligence artificielle. J'imagine que tout ça n'est pas tout à fait précisé, mais on peut imaginer que ça équipe cet appareil. Mais en tout cas, il est tout petit. Et là, peut-être qu'il va falloir se déplacer des villes vers les campagnes et attendre les beaux jours pour que le ciel soit dégagé. Hein, parce que là...
Exactement. Et comme Lionel, tu es un grand sportif devant l'éternel, je te propose d'enchaîner sur le projet d'Evad One, le Julbo. Alors Julbo, une marque très célèbre de lunettes et de montures, se lance cette année, comme l'année dernière on avait vu chez Bosch, se lance dans une paire de lunettes sportives à affichage tête haute. Alors l'idée c'est d'avoir dans votre paire de lunettes, de façon relativement discrète sur le coin de l'écran, avec un affichage qui est dans le même ton, en ton sur ton, de la couleur du verre de la lunette. C'est-à-dire que là, on est surtout sur des lunettes qui sont destinées à quelques sportifs qui vont faire du VTT, du vélo tout-terrain en forêt ou dans des lieux où il faut parfois avoir des verres qui sont assez contrastés. Et donc là, en ton sur ton, vous allez avoir un certain nombre d'informations. Ces informations sont à la fois des informations qui sont des données qui vont aller directement sur les actions que vous faites. Alors ça peut être des données de santé, mais ça peut être aussi des données qui vont aller sur votre déplacement, votre trajet, les orientations que vous pouvez avoir pour aller dans telle ou telle direction, bref, votre GPS portable. Donc vous allez mixer à la fois les informations utiles pour l'exercice de votre sport et à la fois les informations qui sont la résultante de l'exercice de ce sport, c'est-à-dire des efforts que vous effectuez. Ça fait partie de tous ces équipements qui, alors c'est vrai qu'on ne peut pas se déplacer très très loin, notamment quand il y a des vagues de confinement que l'on a pu vivre, mais en tout cas ça fait partie des équipements qui ont le vent en poupe cette année parce que le sport, qu'il soit à la maison ou autour de la maison, vu que toutes les salles de sport sont fermées, vu que tous les clubs sportifs sont massivement fermés, eh bien ils ont le vent en poupe et ça c'est une bonne décision. En tout cas Julbo est très bien implanté dans l'univers de la lunette, il devrait être plutôt bien accueilli. En tout cas, celle que nous, on avait testée l'année dernière, on avait une petite difficulté parce que, encore une fois, quand vous devez faire le point entre ce qui est affiché devant votre œil et ce qui est plus loin, c'est-à-dire tout simplement la route ou le chemin que vous êtes en train d'emprunter avec votre vélo, c'est pas forcément facile à votre cerveau de faire le point. Et là, on peut imaginer que ce fameux ton sur ton vous permette de voir relativement discrètement les informations en oubliant finalement que ce sont des informations. Voilà peut-être le côté intéressant de cette paire de lunettes et de cette technologie qui s'appelle Evad One, qui est développée par Julbo et intégrée en fait par Julbo. Et puis comme on parle de vélo, on va retourner en ville. Et si on retourne en ville, eh bien on peut parler de Smart City. Tu as un magnifique totem à nous présenter. Effectivement, ce n'est pas celui que vous allez retrouver dans le désert du Nevada ou autre et qui pullule sur les réseaux sociaux. Mais effectivement, il s'appelle l'Ekin Spotter V2, puisqu'il y avait une version One. Alors là, on parle d'un objet et pas de la Smart City à part entière, mais ça contribue à la connectivité disponible dans nos villes. C'est un espèce de totem sous forme d'un pylône, tout simplement électrique, que vous allez pouvoir avoir, alors qu'il fait à peu près 1,80 m, et qui va pouvoir vous mesurer en fait alors énormément de paramètres, que ce soit la mesure de l'ammoniac dans l'air, le monoxyde de carbone, les problématiques de température, le niveau d'humidité, qui va servir de point d'accès Wi-Fi, qui va vous permettre de détecter ou pas les feux rouges, de détecter une plaque d'immatriculation. Bref, c'est l'agent le plus finalement pervers que vous allez pouvoir avoir, puisqu'en fait vous le voyez quasiment pas dans la ville et pourtant il est bien présent et il mesure des choses jusqu'à votre plaque d'immatriculation. Imaginez-vous donc si vous avez le malheur d'accélérer au feu orange comme la tradition française le veut. Voilà, c'est effectivement quelque chose d'intéressant. Ce qui est à noter dans cet objet, c'est qu'il est très discret, qu'on n'est pas sur la Smart City presque subie comme toutes les caméras qu'on peut avoir et qui souvent amènent finalement un sentiment anxiogène autour de la Smart City. Là, en l'occurrence, c'est très discret et ça pourrait même servir d'antenne 5G, ce qui permettrait de manier. Voilà, on va encore se faire bâcher en commentaire par nos anti 5G. Et comme on parle d'anti 5G, d'économie, d'écologie et de résilience, on peut rebondir sur un autre objet qui a fait son apparition dans ce classement des awards qui s'appelle Gossen Flow de Gossen. Alors Gossen, c'est une société qui s'adresse éventuellement à tous ceux qui aiment le trek, tous ceux qui aiment partir à sac à dos et chaussures de randonnée. Et là, il nous propose en fait un purificateur d'eau portatif à énergie solaire. Alors le système, c'est un système qui permet de désinfecter l'eau que vous pourriez remplir depuis un torrent par exemple, et vous pouvez transporter l'ensemble du dispositif dans votre sac à dos. C'est pour ça que je parle de randonneurs, de trekkers qui partent sac à dos et chaussures
chaussures de rando aux pieds. Donc ça utilise évidemment l'énergie solaire, c'est capable de filtrer jusqu'à, d'après leur dire, 99,99% des germes pathogènes que l'on peut trouver dans l'eau. Ça pompe environ 1 litre d'eau par minute, donc c'est pas complètement ridicule. Alors vous n'allez pas prendre forcément une douche avec, mais vous allez pouvoir, vous laver, vous allez pouvoir, quand vous êtes en camping sauvage ou en randonnée ou en trek un peu plus loin, quand les frontières seront réouvertes, vous pourrez vous alimenter de façon relativement sereine avec cet outil qui va vous servir à la fois de lève-main, de station d'épuration, de petites mini-douches, et tout ça grâce aux ruisseaux, aux rivières et aux étangs que vous allez pouvoir côtoyer lors de votre balade. Voilà ce que l'on pouvait vous dire, mais évidemment on ne peut pas se quitter sans le coup de cœur de Mathieu et du mien. Alors je te passe la parole pour le tien. Mon coup de cœur est déjà en précommande, c'est super. J'ai donc glissé $50 pour précommander ce robot qui s'appelle le Moxie. Alors, vous pourrez l'avoir pour la bagatelle de $1 600 environ. Alors, c'est pas n'importe quel robot, puisque c'est un robot qui est pensé et conçu pour avoir une dimension sociale et destiné particulièrement aux enfants pour promouvoir le développement social, émotionnel, cognitif par la parole, par l'échange. Et il est développé par Embodied, c'est donc un petit robot sous forme d'une capsule, comme vous le voyez très certainement dans la vidéo que nous sommes en train de passer, et qui va tout simplement interagir avec votre enfant, mais qui ne se substitue pas aux parents, qui l'engage par contre à parler, et qui l'engage par exemple à lire. Dans l'exemple qui est présent dans la vidéo, le robot demande à l'enfant de lire la revue ou le livre qu'il veut, etc. Il a été conçu donc par des experts en développement de l'enfant, en ingénierie, en technologie, puisque c'est blindé de capteurs. Vous avez une petite caméra qui est directement sur la tête du robot, mais sinon les expressions du visage que l'on peut voir sont assez bluffantes, je dois l'avouer, dans cette vidéo qui nous est présentée. Donc moi j'ai glissé un petit ticket et en attendant qu'il soit disponible, parce qu'il est déjà a priori en rupture de stock. Et d'ailleurs il vous demande bien votre intérêt entre chaud et froid, très intéressé pour acheter ou pas, sur la page de précommande. Mais l'intérêt surtout, c'est de voir que ça peut contribuer dans le cadre d'enfants qui sont un peu isolés, qui ne parlent pas forcément trop, etc., de les amener à s'ouvrir finalement sur le monde extérieur et avoir des conversations naturelles. Ce qui est plutôt bien, voilà. Alors les miens ils sont plutôt à l'inverse, donc il n'y a pas de problème, mais je me suis dit que pour moi, côté naturel, d'aller parler, ce serait peut-être cool d'avoir quelqu'un pour parler. Ça me changera de Lionel. Mais bon, allez, coup de cœur, Lionel, à toi. Alors moi je vais finir, tu as effleuré le sujet tout à l'heure en prononçant le mot magique 5G. Eh bien je vais m'adresser à toutes les personnes qui peu ou prou essayent d'en savoir plus ou voudraient se protéger davantage. Alors, encore une fois, l'idée n'est pas de se protéger à titre personnel, mais c'est éventuellement pour des dispositifs professionnels. Ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est un système qui se présente comme une feuille de papier transparente ou une feuille de plastique transparente et qui va travailler sur l'accélération, la diminution ou la friction des ondes électromagnétiques. Alors, c'est développé avec un centre de recherche canadien. Donc ces feuilles de plastique, elles sont donc très minces, elles sont quasiment transparentes ou semi-transparentes pourrait-on dire, et elles vont réfléchir, rediriger ou bloquer un certain nombre d'ondes électromagnétiques avec des fréquences spécifiques, et ça c'est très intéressant. Donc ces plaques souples, on peut imaginer qu'elles sont peu coûteuses et qu'elles vont pouvoir être déployées sur des surfaces structurelles extérieures ou intérieures. Donc on peut imaginer bloquer des ondes à l'intérieur d'un lieu de spectacle. À l'extérieur, on peut les amplifier si on est sur un bâtiment public. Donc on peut même imaginer mettre ce type de dispositif sur des éléments de signalétique. Eh bien, elles vont, après application, pouvoir augmenter, diriger ou éventuellement inhiber. Donc c'est pour ça que j'introduisais ce produit. Alors d'abord, c'est un Best Innovation Award, et en plus c'est mon coup de cœur, puisqu'on va pouvoir enfin, puisqu'on doit subir les nouveaux champs électromagnétiques à notre insu, puisque de toute façon à Paris bientôt elles vont être lancées et ils vont appuyer sur le bouton, nos amis les opérateurs, eh bien ça laisse à des professionnels, ça laisse à des entreprises, ça laisse peut-être même à des particuliers demain de pouvoir se protéger s'ils le veulent, ou pour des dispositifs de pouvoir maximiser les rayonnements et amplifier les rayonnements pour avoir de meilleures réceptions. Voilà, c'est
destiné à manager les services télécoms que l'on nous afflige. Donc ce qui est bien, c'est que l'ensemble des personnes qui nous bâchent, parce que ce sont des anti-5G sur l'ensemble de nos épisodes 5G qui datent d'il y a plus de 5 ans, vont enfin pouvoir avoir un code de réduction, DigitalMen, directement sur le site du constructeur. Voilà. Moi j'ai une idée, il faudrait s'adresser aux fabricants de parapluies. Hein, et alors j'aimerais bien ce parapluie. Aussi, de pull. Ah oui, tu m'avais lancé sur le pull. Ouais, le pull qui vibre quand quelqu'un s'approche trop de toi parce qu'il y a le Covid. Oui, alors il vibre et en plus il sonne. Alors voilà. j'imagine le porteur de ce pull, si vous ne respectez pas les distances dans les transports en commun. Avec la nouvelle variante, on est mal. Hein. Bon, enfin, on en rigole, mais à mon avis, on en rigolera moins dans quelques temps parce que c'est quand même une situation extrêmement dramatique. Et faut être quand même vigilant. Alors, comme c'était le premier épisode de l'année, on peut quand même souhaiter une bonne et heureuse année à l'ensemble des personnes qui nous regardent et qui nous soutiennent. Surtout, prenez soin de vous. Je crois que la santé est le plus important pour cette année. Quels sont les prochains rendez-vous que nous avons, Lionel? Parce que ça ne va pas tarder. On vous rappelle accessoirement que le CES se tiendra de manière digitale et que vous pouvez télécharger le guide de survie du CES en préparation de celui de l'année prochaine sur guide-survie-ces.com, si je ne me trompe pas. Exactement, et donc on va se donner rendez-vous pour 3 débriefs, comme je le disais tout à l'heure, qui seront thématisés. Alors d'habitude, ces débriefs, on les fait directement sur le CES, dans le cadre du French Village, mais là, aujourd'hui, cette année, ils seront directement diffusés en vidéo pour les adhérents de cette organisation, et puis vous l'aurez également en exclusivité. Et normalement, si tout se passe bien, si les liaisons se passent bien, si le décalage horaire est parfait, on sera en direct avec Bruno Guglielminetti, qui est l'animateur du podcast qui s'appelle moncarnet.com et qui est canadien. Il est super sympa, forcément, il a son accent canadien et il viendra avec nous vous donner son ressenti sur les différentes conférences qui débutent dès le début de la semaine prochaine, c'est-à-dire mardi, si je ne m'abuse, qui est le 12. C'est ça. Et donc, le CES digital, c'est pour la semaine prochaine. Une semaine de décalage par rapport à ce qui était prévu. On n'est plus à ça près maintenant, en espérant véritablement, mais on n'arrivera pas à remplacer ce qui se passe sur place. Mais en tout cas, on aura très certainement du contenu, beaucoup de tendances et une animation extrêmement riche en termes de conférences. Donc, il faut se préparer. Ça commencera avec 6 heures de décalage chez nous, je crois, début d'après-midi à peu près. Et ça se terminera très tard dans la soirée. Mais ça promet d'être une invasion de conférences et de présentations produits. Voilà, on verra le premier CES 100% digital, ce que ça donne. Je crois que nous avons tout dit. Oui, on a tout dit, on a tout dit. On a passé en revue quelques coups de cœur, quelques produits de ces produits honorés, donc distingués ou labellisés Best Innovation Award de cette année. On attend vraiment ce qui va se passer autour des conférences thématisées dès le début de la semaine prochaine. Et bien voilà, prenez soin de vous. On vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur innovationtalk.tech ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast qui sont les vôtres, Apple Podcast, Deezer ou encore Spotify, également notre chaîne YouTube sur DigitalMen, M-E-N, parce qu'on est 2 hommes. C'est pas une volonté manifeste, je vous le rassure, parce qu'on a souvent aussi la remarque après les 5G. Et puis on vous rappelle qu'un seul hashtag vous permet de retrouver l'ensemble des émissions IPT Podcast tout attaché. C'était Mathieu Deboeuf-Rouchon et Lionel Tardy ensemble, mais à distance raisonnable. Et puis on vous dit à très vite pour de nouvelles aventures autour du digital. Bye bye. Bye bye.